Bertrand Badi, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Bertrand Badi, vous êtes un grand spécialiste des affaires internationales. Vous avez été notamment professeur à Sciences Po, au CERI. Vous publiez aujourd'hui Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique aux éditions du CNRS. On va en parler. C'est une fresque sur un basculement des relations internationales. On va détailler tout ça. Tout d'abord, j'aimerais avoir votre morale, votre vision sur ce parcours, plus de toute une carrière au service des relations internationales. Vous avez toujours cette passion? Je crois que c'est une passion que j'ai toujours connue. Peut-être est-elle liée intimement à ma biographie, à mon histoire personnelle. Alors je ne veux pas ennuyer nos auditeurs et ceux qui nous suivent ici en racontant ma vie, parce que c'est probablement pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais j'ai cette chance, ce privilège d'être un double national, d'être d'un père qui était persan et qui appartenait donc à un autre continent, une mère française. Et pour moi, cette complexité, cette pluralité du monde a toujours été d'abord une source d'intérêt, une source aussi de passion, parce que c'est un moyen de trouver la vraie nature humaine que de suivre des parcours dérivant de cultures différentes. Et c'est aussi, je dirais, le grand moment de la séquence historique à laquelle nous appartenons, qui est celle de la mondialisation. Nous sommes nés, enfin en tout cas moi, ceux de ma génération, sont nés dans un monde qui était un monde international, et il faut bien dire essentiellement européen et occidental, et nous mourrons, je disparaîtrai dans un autre monde, qui est celui de la mondialisation. Ce bateau sur le pont duquel tout le monde se trouve, des 5 continents. Et donc c'est la grande œuvre de notre génération que de construire cette mondialisation. Et donc ce monde que je regarde non pas avec crainte, non pas avec peur, mais avec passion, avec un intérêt que modestement le décor de ce bureau indique, c'est-à-dire la passion de rassembler des cultures différentes. Et croyez-moi, il y a ici des témoignages de la culture africaine, de la culture asiatique, de la culture moyen-orientale, de la culture européenne, et jamais aucun de ces objets n'est entré en querelle avec aucun autre. Et donc, c'est bien la preuve qu'on peut bâtir le monde. Et j'ai très modestement mis ma petite vie au service de la construction de ce monde qui n'est pas forcément un monde de consensus, ce serait triste, qui n'est pas forcément un monde homogène, ce serait peut-être insupportable, voire totalitaire, mais qui est un monde divers, plural, où chacun enrichit l'autre. Eh bien, c'est ça, le secret de ma vie. Alors, une question personnelle, à 18 ans, alors je ne sais pas à quel moment vous est venue cette vocation, mais à 18 ans, saviez-vous ce que vous alliez faire? Les jeunes ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire à 18 ans, et puis peut-être ce qu'ils pensent à ce moment-là ne se réalise pas. Comment cette vocation vous est venue? Et vous savez que vous mettez le doigt exactement là où il faut, parce que vous savez que vous ne savez pas, que j'ai eu 18 ans le 14 mai 1968. Je me souviens de mon anniversaire que mes parents m'avaient très affectueusement fêté, en pleine crise de mai 68, en plein mouvement de mai 68. On n'avait pas les éléments pour faire une vraie fête, parce qu'à l'époque, tout était bloqué, tout était fermé. J'adore le fromage, et ma mère, comme cadeau, m'avait offert un dîner de fromage, et elle avait dû démonter une porte de placard pour servir de plateau à fromage, parce qu'on ne trouvait aucun élément capable d'assurer cette fête ainsi improvisée. Et donc, j'ai eu 18 ans en plein 68, et 68 reste pour moi quelque chose de très fort. Il y a plein de raisons que l'on pourrait trouver pour dire soit son attachement, soit son effroi pour mai 68. Mais moi, j'en retiens un qui, avec le recul du temps,
me semble très important. C'est que c'est aussi, mai 68, l'entrée des jeunes dans la mondialisation. Mai 68 se faisait au son peut-être naïf, certainement naïf, de Mao Tse-tung, d'Ho Chi Minh, de la cause palestinienne, de la cause vietnamienne. Bref, nous ouvrions à l'époque notre regard sur le monde. Cuba, Che Guevara, l'Amérique latine. Et donc, pour moi, mai 68, c'est un cri que j'ai repris comme titre d'un de mes livres, « Nous ne sommes plus seuls au monde ». 68, c'est 8 ans après la grosse vague de décolonisation, il ne faut pas l'oublier. C'est en plein moment de naissance de ce tiers-monde qui va complètement bouleverser le monde. Ces mouvements de non-alignés qui étaient en train de se constituer. Et je me suis dit à l'époque que le rôle, la mission d'un jeune qui venait d'avoir 18 ans, donc en 68, c'était de s'intéresser au monde, Alors, je suis entré à Sciences Po, dans le cadre un peu honteux du bac 68, et il se trouve que je m'y suis plus. Je suis entré à Sciences Po en octobre 1968, et figurez-vous, j'en suis jamais sorti. Donc voilà comment ma carrière s'est faite. Vous savez, j'ai eu une chance absolument extraordinaire, parce que c'est une époque encore où on n'avait pas l'angoisse de l'emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment dans ma vie où je me suis dit « je ne vais pas trouver de travail ». Tout s'est fait de manière harmonieuse et facile, et à l'époque, on ne se rendait pas compte à quel point c'était facile. Donc je suis devenu assistant d'université, puis maître assistant, comme on disait à l'époque, puis j'ai passé le concours d'agrégation, puis je me suis retrouvé comme professeur, jeune professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de Clermont-Ferrand, et puis après je suis remonté à Sciences Po. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la vocation, puisque vous me posez cette question de l'enseignement, elle m'est venue, je dirais, au départ, de manière un peu négative. C'est-à-dire que, entrant à Sciences Po en 68, je pensais faire l'ENA, et je pensais à faire une carrière administrative et politique. Tout le monde pensait carrière politique, c'est extraordinaire. À l'époque, les carrières politiques étaient survalorisées alors qu'elles sont maintenant totalement dévalorisées. Ce changement est intéressant. Et c'était pas pour viser la carrière diplomate? Non, pas du tout. La carrière politique, vous savez, on était très très politisé. On voulait changer le monde, et changer le monde, c'est devenir président de la République si on peut, mais c'est surtout avoir un militantisme politique, une action politique et une action dans le pouvoir, une action de puissance. Et un de mes professeurs de l'époque, Gérard Vincent, l'historien Gérard Vincent, me dit « vous n'êtes pas du tout fait pour faire l'ENA ». Et je venais de m'inscrire dans la section service public pour l'année préparatoire. Il m'a arraché ma carte, mais au sens propre du terme, des mains. Il est descendu au secrétariat et il me l'a fait changer contre une carte de la section politique et sociale qui préparait à la recherche et à l'enseignement. Et je dois dire que c'est vraiment le plus beau métier du monde. J'ai adoré ce métier. Je l'ai adoré pendant les quelques 50 ans, à peu près ça, que j'ai eu à l'accomplir. Alors, Bertrand Badi, on va plonger dans l'actualité la plus immédiate, parce que effectivement c'est votre regard d'analyste, de chercheur, de praticien des relations internationales qu'on est venu chercher auprès de vous. Joe Biden a fait, donc il y a une quinzaine de jours, une grande tournée européenne autour du sommet du G7, de l'OTAN, la rencontre avec Poutine. Avec ce nouveau président, on a l'impression d'un grand retour du multilatéralisme dans les relations internationales. Est-ce que ce retour de balancier par rapport à la période de Trump, qui était plutôt sur une crispation nationaliste, vous semble ancré pour de bon? America is back, a dit Biden.
en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme toujours. Hein. Je veux dire par là que dans l'ivresse, on peut parler d'ivresse du départ de Donald Trump, l'arrivée de Biden a été comprise comme étant une rupture forte, comme un retour. C'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas comme ça que les choses se passent pour plusieurs raisons. La première, n'oubliez pas que ce président sortant, battu, honni, décrié, moqué, tout ce que vous voulez, il a quand même réuni sous son nom 75 millions d'électeurs. Ce qui veut dire que Trump n'est pas seulement Trump. Trump est l'expression d'un courant extrêmement fort et profond au sein de la société américaine, que nul ne peut abolir, et avec lequel tout le monde devra compter. Et Biden en particulier. C'est-à-dire que les États-Unis se trouvent dans un moment de national-populisme, qui bien sûr n'est pas partagé par tout le monde, mais qui est un courant extrêmement fort. Et derrière ce courant apparaissent deux dynamiques qu'il faut prendre très au sérieux. La première de ces dynamiques, c'est le sentiment juste, fondé, que la société américaine n'a pas profité de la mondialisation et s'est même fait voler son leadership par le processus de mondialisation. En bref, cette mondialisation que les États-Unis pensaient avoir, sinon inventée, du moins portée, semble se retourner contre la société américaine. Et effectivement, vous avez des travaux, je pense notamment aux travaux de Milan Brankovic, qui montrent très très bien comment la classe moyenne américaine non seulement n'a pas profité de la mondialisation, mais a été relativement paupérisée. Relativement, j'entends bien entendu. Et ce sentiment, il est profond. Je dirais notamment dans les profondeurs de la société américaine. Il ne touche pas le 1% le plus riche, il n'est pas très sensible aux plus pauvres, qui sont nombreux aux États-Unis, mais il convainc, je dirais, ce centre de gravité de la société américaine que sont les classes moyennes. D'où ce réflexe nationaliste, populiste, protectionniste, anti-mondialisation. Et M. Biden devra faire avec. Et la preuve qu'il a bien compris le message, c'est l'extrême continuité qu'il y a entre la politique chinoise de son prédécesseur et celle qu'il entend mener aujourd'hui. Et puis, le deuxième élément qui s'est produit au sein de la société américaine est probablement moins glorieux, moins acceptable, parce que l'autre relève quand même des simples faits, c'est le sentiment des Blancs, comme on dit aux États-Unis, des Blancs américains, White Anglo-Saxon Protestant, les WASP, qu'ils sont en train de devenir minoritaires chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont comme submergés, diraient certains, par ces vagues successives de migration qui donnent à ce qui était autrefois appelé les minorités ethniques, sous forme de leur coalition, une place majoritaire dans la société américaine. C'est-à-dire les électeurs non blancs tentent à devenir majoritaires dans le corps électoral américain. Et ceci est une source de crispation identitaire très très forte. Ne croyez pas que l'élection de Biden a complètement annulé tout ça. Ça, c'est un premier élément. Donc, surtout, juste parce qu'effectivement, il ne faudrait pas poser bloc contre bloc. Hein. On voit bien cette sociologie que vous décrivez, mais l'électorat démocrate et la structure du Parti démocrate n'est pas homogène sur la question des relations internationales. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est un autre point capital, à savoir, il n'y a pas que le virus qui mute, les partis mutent également, hélas pas trop en Europe, mais très fortement aux États-Unis, et notamment le Parti démocrate. C'est-à-dire le Parti démocrate, aujourd'hui, inclut en fait 3 partis démocrates. C'est-à-dire un parti démocrate qui a encore des relents de néoconservatisme modéré, c'est-à-dire de cette espèce de messianisme universaliste, ils ont incarné par Hillary Clinton, qui a toujours été, je dirais, une néoconservatrice modérée, pas néoconservateur au sens républicain, au sens bushien du terme. À l'autre bout, à l'autre extrême, si vous voulez, vous avez un courant de gauche, dans le Parti démocrate,
qui n'a jamais été aussi fort, et qui est incarné par Bernie Sanders, ou par Elizabeth Warren, et par d'autres également, et surtout qui est porté par les jeunes. Bon. Et qui, en matière de politique étrangère, parce que c'est ce qui nous intéresse à titre premier, a des positions étonnantes. Notamment, on l'a entendu lors de la récente crise israélo-palestinienne, où pour la première fois, vous avez un courant fort aux États-Unis qui a dit son désaccord total avec la politique de soutien inconditionnel des États-Unis à Israël. Et puis vous avez un troisième parti centriste incarné par Biden lui-même, voilà, qui essaye de faire la synthèse des deux. La synthèse, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente, mais si vous permettez, pour être complet dans la réponse à votre question, vous parlez de la relance du multilatéralisme. Verbalement, oui. Verbalement, oui. Et puis, symboliquement également, on a vu à nouveau les États-Unis reprendre leur financement de l'OMS, on les a vus se réengager dans différents institutions multilatérales internationales. Même le retour dans l'OTAN, on va dire, plus marqué. Voilà. Également. Mais deux choses. La première, les États-Unis ont toujours dans leur histoire eu une conception très compliquée du multilatéralisme. C'est ce que un des auteurs fétiches qui s'appelle Edward Luck, là, ici, a appelé dans son ouvrage majeur Mixed Messages. C'est-à-dire, c'est une vision très, très mêlée, très mixte. En même temps, deux présidents américains, Wilson et Roosevelt, ont porté le multilatéralisme, la SDN. Bon, là, il n'a pas été suivi, Wilson, ce qui est déjà une première ambiguïté. Et Roosevelt, qui était un multilatéraliste sincère, hein, qui notamment, par exemple, voulait absolument que les États-Unis rejoignent la Cour de la Haye, à laquelle il n'appartenait pas dans les années 30. Donc c'est un vrai multilatéralisme, mais terriblement freiné par un consensus américain, qui est un consensus hobbesien, qui consiste à dire « nul n'a à dicter quoi que ce soit de la conduite du peuple américain ». Et aucun pays au monde, sauf peut-être la Chine et l'URSS du temps où elle existait, n'a eu une telle profession de foi, qui consiste à dire multilatéralisme, if we must, mais sortir du multilatéralisme, if we can. C'est la fameuse formule, je crois, de Malden Bright. C'est très important. Je crois que les États-Unis n'ont jamais été convaincus par le multilatéralisme. Et regardez leur attitude. Bon, sur le dossier du Covid, ça relève plutôt du prédécesseur de Biden. Les États-Unis étaient complètement fermés à l'idée de produire une résolution robuste du Conseil de sécurité concernant le Covid. Et leur meilleur allié, le meilleur allié de Trump à l'époque, c'était Xi Jinping, qui n'en voulait pas non plus. C'est intéressant à noter. Je n'ai pas vu de transformation de ce point de vue-là. Mais surtout, j'ai vu l'attitude des États-Unis au moment de la crise israélo-palestinienne. Non seulement il n'était pas question d'une résolution du Conseil de sécurité, mais ils ont tout fait, notamment pour casser la tentative française ultime de produire une résolution au sein du Conseil de sécurité. Et vous savez que les États-Unis restent les champions du monde en matière de veto au Conseil de sécurité. Quant à l'OTAN, oui, il y a un retour vers l'OTAN, mais avec les mêmes réflexes que du temps de Trump, c'est-à-dire payer davantage, et puis le leadership c'est nous, et puis c'est nous qui définissons ce que l'on doit faire de l'OTAN, c'est-à-dire, et ça a énervé le président Macron, en faire d'abord un barrage face à la Chine. Et c'est là que Macron a dit, mais enfin je ne crois pas que la Chine borde l'Atlantique, là-bas. Alors justement, quelque part, pour consolider un camp, il y a ce réflexe de se trouver un ennemi. Et c'est le cœur de votre livre, l'hégémonie contestée. Cette hégémonie, elle va tourner entre 1648 et 1989 autour de ce que vous appelez la période westphalienne. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu c'est une structuration clé des relations internationales. Et quelque part, je crois qu'il y a un lien avec ce que vous évoquez. Alors tout à fait. Vous savez, nous autres occidentaux, d'abord européens, puis ça s'est élargi aux États-Unis, qui sont quand même une puissance européenne, si vous voulez, en tout cas culturellement européenne, nous vivons sur une illusion
qui s'avère très durable. Cette illusion, c'est de penser que le système international que nous avons inventé est le seul système international concevable. Et nous continuons aujourd'hui, alors que ce système international est périmé, à faire comme s'il existait toujours. Alors je m'explique. C'est vrai, et peut-être que un des nœuds de l'histoire s'est constitué ainsi, c'est vrai que l'Europe a inventé le premier système international, à la fin du Moyen-Âge, au moment de la Renaissance. Vous dites 1648, effectivement, la paix de Westphalie qui était un grand moment fondateur, même s'il y avait déjà des préliminaires finalement, la fin des guerres d'Italie. C'est la fin des guerres d'Italie qui a marqué le début de ce nouveau système. Avant, il n'y avait pas de système international. Pourquoi? Parce qu'il y avait des empires. Et ces empires qui régnaient sur leur région. C'était des systèmes impériaux régionaux, si vous voulez. L'originalité du système qui a été mis en place à la fin du Moyen-Âge en Europe, c'est qu'il cherchait à marquer durablement la coexistence et la compétition entre États-nations souverains. Ça, c'est l'inédit. C'est-à-dire, c'était plus un empire, il y en avait un, mais il était en train de se décomposer, qui était l'Empire germanique, mais c'était cette marqueterie d'États-nations dont on considérait, en suivant d'ailleurs ce grand philosophe qui est l'inventeur de notre modernité politique et internationale, Thomas Hobbes, en considérant que ces États, étant donné qu'ils étaient souverains, ils n'avaient vocation à obéir à personne. Donc comment allaient-ils régler leurs problèmes? Par la compétition. Et que se passait-il lorsque cette compétition devenait paroxystique? C'était la guerre. Donc la guerre devenait le jeu normal des relations internationales. Et du coup, c'est vrai que l'ordre international, c'était ce que Raymond Aron appelle la compétition multiséculaire entre États-nations. Bon. Et derrière cela, s'est greffée une idée dont je pense qu'elle a été finalement désastreuse dans notre histoire, qui consistait à dire, mais dans le fond, cette compétition multiséculaire a pour effet de créer un sentiment national, exactement comme des équipes de football qui seraient en compétition les unes avec les autres de manière infinie. Et ce sentiment national va avoir besoin de cette compétition pour s'entretenir. Et c'est là qu'intervient ce fameux mais assez triste philosophe juriste allemand Carl Schmitt, qui vous explique que finalement une nation pour vivre a besoin d'ennemis. Et du coup, le mot ennemi et la conceptualisation de l'ennemi sont devenus au centre de notre grammaire des relations internationales. Mais aujourd'hui, c'est fini ça. C'est fini. Alors, c'est pas totalement fini, puisqu'on continue à croire que ce n'est pas fini. Bon. Mais objectivement, c'est fini. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans la mondialisation. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que désormais, il faut faire jeu avec des États qui n'ont pas notre histoire ni notre mémoire westphalienne. Et pour qui cette idée de compétition multimillénaire entre États-nations n'évoque rien. Bon. Alors je ne dis pas que ceux-là sont des pacifistes nés, au contraire, bien souvent, mais en tous les cas, leur rapport à la violence internationale n'est plus du tout de même nature. Et puis la deuxième raison, et ça on n'arrive pas à la voir en face, c'est que nous sommes désormais, avec la mondialisation, non pas dans un monde de compétition, même si celle-ci n'est pas éteinte, bien entendu, mais dans un monde d'interdépendance. Et l'interdépendance dans la rivalité, c'est quelque chose de très complexe. L'interdépendance, rappelez-vous ce jeu de notre enfance, je me tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est exactement ça. La Chine et les États-Unis se tiennent par la barbichette. Bon. Il faut inventer une nouvelle diplomatie pour prendre ceci en compte. Et du coup, tout est changé. Et non seulement cette interdépendance est économique, ça nous le savons, mais elle est d'autant plus sociale. C'est ce que vous suggériez en faisant l'amitié de citer mon dernier livre, Intersocialité. C'est-à-dire que dans un monde de communication et de circulation ultra favorisé par rapport à ce qu'était autrefois, n'est-ce pas, les rapports entre sociétés vont infiniment plus vite que les rapports entre États. Et donc, vouloir étiqueter des États d'ennemis ou d'amis, d'alliés ou d'opposants est absurde. La notion même d'alliance ne fait plus sens. Regardez le Moyen-Orient. Si on suivait les préceptes de M. Schmitt, on dirait les amis de nos amis sont nos amis, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Alors, prenons-en un.
l'Iran est l'ennemi de Daesh, Daesh est l'ennemi de l'Occident, donc l'Iran et l'Occident sont les meilleurs amis du monde. Vous verrez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Et on pourrait continuer, L'Arabie Saoudite est amie des mouvements fondamentalistes les plus radicalisés dans l'islam moyen-oriental, alors elle devrait être notre ennemie. Bon, et on peut... Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous sommes entrés dans un monde d'une extrême fluidité. Et cette extrême fluidité, elle défie la notion d'ami ou d'ennemi. Regardez le jeu turc dans le Moyen-Orient. Regardez aussi le personnage de Poutine, qui fait partie de cette... d'une galerie, on ne voit pas, mais il y a ici une galerie de portraits de grands dirigeants du monde. Et donc, effectivement, il y a une petite statuette de Vladimir Poutine. Oui, si vous voulez, on peut même la montrer à nos amis. Alors... Voilà. Bon. Toujours très, très sévère, hein, comme... Avec la tête légèrement penchée. Voilà. C'est un personnage qui n'est pas très rassurant. C'est un personnage que notre histoire n'aime pas trouver sur son chemin. Mais c'est un personnage qui a compris les relations internationales post-bipolaires et post-westphaliennes de manière étonnante. Lorsque, pour reprendre pied au Moyen-Orient, Vladimir Poutine s'est entendu avec deux ennemis historiques du temps westphalien, qui étaient pour la Russie, l'Iran et la Turquie, et qu'il a construit le triangle d'Astana et le processus d'Astana, lorsqu'ensuite il a monté des coups avec Erdogan en Libye, lorsque, sur un autre plan, il a considérablement amélioré les relations mauvaises autrefois entre Moscou et Israël, ou entre Moscou et l'Arabie Saoudite, cet homme a très bien compris que dans le monde actuel, la notion d'alliance, la notion d'amitié ou la notion d'inimitié ne faisait plus sens, et qu'il fallait, au coup par coup, construire des partenariats avec l'idée d'en tirer le maximum d'avantages. Alors, Vladimir Poutine, c'est la personne qu'a rencontré Joe Biden en 2011. Et il paraît que Joe Biden lui a dit « Je ne pense pas que vous ayez une âme ». Et Poutine lui aurait répondu « On se comprend l'un l'autre ». Vladimir Poutine, qui en est à son 5e président américain, est à la fois a bien compris cette logique de la sortie du système westphalien, mais en même temps, comme dirait l'autre, ne souhaite pas que l'on soit dans l'ingérence vis-à-vis de sa propre société. Donc il a, on va dire, une forme d'ambivalence. Oui, vous avez tout à fait raison de noter des choses extrêmement importantes, à savoir qu'avec la disparition progressive du système westphalien, l'idée de souveraineté ne disparaît pas. Seulement, au risque d'apparaître comme obsédé par le contexte sanitaire actuel, je dirais que la souveraineté a plusieurs variantes. Et c'est ça qu'on a eu tendance à oublier. Nous avons toujours notre conception occidentale de la souveraineté, qui est en fait une conception assez étrange, puisque c'est en même temps l'affirmation d'une puissance ultime que nul ne saurait précéder, mais c'est aussi un concept qui très tôt s'est marié avec celui de puissance. Et c'est ce mixte qui a donné notre histoire de la souveraineté, avec toute la difficulté de l'actualiser aujourd'hui. Quand le président Macron parle de souveraineté européenne, c'est bien cet alliage de puissance et de détention ultime, de contrôle ultime, dont il est question. Il y a face à cela, je dirais, trois autres types de souveraineté qui naissent dans notre monde. Il y a la souveraineté nostalgique et frileuse, c'est celle de ce qu'on appelle les néo-souverainistes identitaristes. Ça va de Orban à Boris Johnson, c'est-à-dire la volonté de préserver son identité contre la mondialisation, et qui généralement alimente ce national-populisme dont Trump était aussi l'une des expressions. Il y a ensuite
un souverainisme que d'aucuns appelleraient revanchard et que d'autres appelleraient de réaction à l'humiliation, c'est-à-dire on a cassé pendant des siècles notre souveraineté, on veut la restaurer. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement courant au Sud et que nous ne savons pas interpréter, voilà. Et qui est né avec le mouvement des non-alignés, avec l'esprit de Bandung, on peut dire. Et puis il y a un troisième variant de souverainisme qu'il faut aussi prendre en compte, qui est peut-être le plus virulent, pour continuer à filer la métaphore, qui est un souverainisme qui essaye de se marier avec la mondialisation. Alors on va me dire, c'est tout à fait contradictoire. Ben, dans l'esprit d'un Chinois, par exemple, c'est pas du tout contradictoire. Et dans l'esprit d'un Poutine, ça ne l'est pas non plus. Alors l'archétype est quand même chinois. C'est presque, je dirais, le virus chinois de la souveraineté. Ça veut dire quoi? Ou le variant chinois de la souveraineté. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, nous entendons être maîtres chez nous, comme charbonnier maître chez soi, mais nous allons optimiser nos ressources en essayant de tirer le maximum d'avantages de la mondialisation. Nous allons faire en sorte que ces deux notions ne soient pas opposées l'une à l'autre. Et c'est ce qui a amené, par exemple, la Chine à être le premier des pays du monde à inclure la mondialisation dans sa constitution. C'est-à-dire l'idée qu'il faut marcher sur deux pieds, c'est-à-dire en même temps se protéger chez nous, mais s'engager le plus possible dans le monde. Alors, s'engager à notre profit, hein, ce n'est pas de la philanthropie, qui n'existe pas en relations internationales, mais c'est plus que ça. Parce que si c'était ça, ça ressemblerait à l'époque coloniale des Européens. C'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose à accomplir au niveau d'un collectif. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans la pensée chinoise classique. Alors, il y a des temps où ça a marché très bien. Maintenant, c'est plus difficile. Peut-être que la grande difficulté de Xi Jinping, c'est que il dirige son pays à un moment où les deux notions se sont un peu cristallisées l'une contre l'autre. C'est-à-dire, Xi Jinping a mis en place un système plus autoritaire que ses prédécesseurs, donc effectivement d'une souveraineté beaucoup plus intransigeante, et d'une souveraineté intransigeante qui est malmenée par le fait que les partenaires dans la mondialisation s'aperçoivent que la Chine est le grand gagnant de la mondialisation. Donc essayent de polariser leurs efforts sur la volonté de mettre en échec ce risque hégémonique chinois. Sauf que, ce que je dis dans mon livre, la Chine n'est plus dans une programmation hégémonique. Je ne veux pas dire qu'elle n'est pas dans une programmation de domination, parce que ça, la domination c'est vieux comme le monde et ça ne s'intégrera jamais, mais pas dans sa forme hégémonique, c'est-à-dire pas dans cette idée de combiner domination économique, sociale, culturelle, militaire, diplomatique, et d'autre part, elle ne cherche pas à être le leader du monde. Elle cherche à profiter du monde sans chercher à être le leader du monde, parce que le grand Zhou Enlai, qui est aussi présent à notre rencontre, le grand Zhou Enlai avait très vite compris, il avait cette phrase absolument extraordinaire, je crois qu'il avait confié au journaliste égyptien Hassanen Heikal, en disant « moi je vois les Américains au Vietnam, finalement, leur projet hégémonique, ça leur coûte très cher et ça leur rapporte rien. » C'est le contraire du loto. Le loto coûte pas cher mais rapporte gros. L'hégémonie, disait Zhou Enlai en contemplant le désastre vietnamien, ça coûte très cher. Et puis finalement, les États-Unis s'affaiblissent plutôt qu'ils ne se renforcent par l'exercice de celle-ci. Donc nous, on ne fera pas ça. Alors justement, Bertrand Badi, à propos de la Chine et des États-Unis que l'on évoquait, une thèse a une très forte popularité, c'est celle de Graham Allison, qui a appelé cela le piège de Thucydide. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette thèse et puis votre analyse? Alors, Thucydide, tout le monde sait qu'il est tenu par beaucoup d'internationalistes comme étant le père fondateur de la discipline des relations internationales, grand historien grec qui, à la faveur de la fameuse Ligue de Délos,
avait inventé le concept d'hégémonie, qui est un des concepts les plus vieux de la science politique. Pour traduire, la Ligue de Délos, c'est l'OTAN à l'époque de la Grèce antique. Voilà, c'est ce que on essaye effectivement de valider, avec cette idée que finalement l'hégémonie a ceci de plus fort que la simple domination, c'est qu'elle est structurante, elle est régulatrice et elle est désirée. C'est-à-dire le leader, le conducteur, hégémone, c'est-à-dire le conducteur, est celui qui est plébiscité par les plus petits et les plus faibles, qui savent que c'est de leur intérêt collectif de se laisser diriger par un acteur qui a plus de ressources que soi-même. Et effectivement, la comparaison a pu frapper au sortir de la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide, que de dire mais les Européens ont plébiscité les États-Unis pour assurer leur défense face à la menace soviétique. Alors, je ne suis pas sûr que le modèle thucydidien pendant la guerre froide se soit totalement réalisé. Il était quand même très significatif, et notamment significatif de quelque chose qui va se révéler, c'est que, nous dit Thucydide, tout désir d'être dominé se transforme en puissance unilatérale qui sert d'abord ses intérêts. C'est ainsi que Athènes a mal tourné, quoi, en quelque sorte. La comparaison avec les États-Unis serait valable. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et l'idée d'Allison, c'est de faire comme si rien ne s'était passé. Vous savez, généralement, les auteurs à succès sont ceux qui vous disent « rien n'est changé » et « regardez vers quel malheur nous allons ». Ça, les gens adorent ça. Ils sont doublement rassurés. Un, rien n'a changé. Et deux, on nous annonce le malheur. Le malheur, ça se vend mieux que le bonheur. C'est un peu affligeant, mais c'est ainsi. Et Allison, en disant que rien n'a changé, a dit voilà, les États-Unis sont en train d'être menacés par un phénomène cyclique très banal qui se traduit par l'ascension d'une nouvelle puissance en passe de devenir le nouvel hégémone que serait la Chine. Alors, vous dites en passant, c'est intéressant de voir qu'un politiste américain vous explique que la Chine puisse être une puissance désirée. Enfin, laissons ça, parce que ce n'est pas l'essentiel de la thèse. Mais l'essentiel de la thèse, c'est de plaider la continuité cyclique. Or, celle-ci me paraît, on en a déjà un peu parlé dans nos échanges, triplement contestable. Et juste quand même, parce que du coup, il prédit la guerre. Et alors voilà, vous avez raison de le préciser, ce phénomène cyclique ne se réalise pas de manière harmonieuse, mais irrémédiablement par la guerre, à laquelle est tentée la puissance montante puisqu'elle se sent des ailes, et à laquelle se résout la puissance descendante parce qu'elle ne veut pas abandonner son leadership. Or, derrière cela, il y a quand même trois éléments contestables. Le premier élément, on en a déjà parlé, c'est qu'il faudrait pour cela que la Chine ait envie de continuer le cycle. Le pari chinois, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il va se réaliser, peut-être que c'est un mauvais choix, une mauvaise option, c'est de dire il y a d'autres moyens de dominer le monde, beaucoup plus économiques, que de suivre le cycle hégémonique. Ça, c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être étudié, parce que ça renvoie à une vieille pensée stratégique chinoise, Shunzhu, n'est-ce pas, qui consiste à dire que les meilleures guerres, ce sont celles que l'on gagne sans avoir à les mener. C'est un peu le pari chinois. Ça. Alors, petite parenthèse pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il faut distinguer le régional et le mondial. Au niveau régional, la Chine est très classique dans ses rapports, notamment à la mer de Chine, et les problèmes que l'on connaît. Bien que là aussi, le classique soit pas totalement classique non plus, puisque la Chine joue de l'intégration économique, on l'a vu avec le RCEP à l'automne dernier, qui a été quand même le plus grand pacte d'intégration régionale qui n'ait jamais existé au monde, ce qui prouve que les relations régionales entre la Chine et ses voisins ne sont pas uniquement des relations d'affrontement. Il ne faut pas oublier que la Chine et le Japon sont le premier client l'un de l'autre, donc les intégrations sont beaucoup plus fortes qu'on ne le croit. Même au niveau régional,
ça devient contestable. Au niveau mondial, ça ne marche pas. Vous ne voyez pas la Chine se mêler aux grands conflits moyen-orientaux ou africains, justement. C'est ça la rupture. Alors que les Occidentaux, dès qu'il y a un conflit quelque part, ils se précipitent. En Afghanistan, au Sahel, en Syrie, en Irak, un peu partout Bon. Ça, c'est la première région, c'est-à-dire la Chine n'a peut-être pas envie de continuer ce jeu. Le deuxième, c'est que même si elle avait envie, ce serait très très difficile à mener du fait de ce dont nous avons aussi parlé, qui est l'interdépendance croissante entre les économies, entre les sociétés, entre les États, entre les pouvoirs. Nous sommes dans une autre épure des relations internationales. Et puis, la troisième raison, bon, j'avais fait plusieurs livres là-dessus, notamment L'impuissance de la puissance. Je pense que un monde mondialisé, que nous n'avons jamais connu, hein, c'est la première expérience, nous vivons depuis, le dernier quart du XXe siècle, une expérience totalement inédite, dans un monde mondialisé ou globalisé, si vous voulez, l'hégémonie n'est plus possible. N'est plus possible. Pour quantité de raisons. Et notamment une raison, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est que si dans un monde globalisé, le faible continue à dépendre du fort, ce qui est nouveau, c'est que le fort dépend de plus en plus du faible. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où la puissance n'a plus son statut d'égale. Et du coup, nous sommes dans un monde où il est très très difficile d'installer son hégémonie et où même l'hégémonie devient contre-productive. Vous savez, en pleine guerre froide, bipolarité, vous avez des théoriciens américains comme Robert Gilpin, par exemple, qui vous expliquaient que l'hégémone était un stabilisateur, stabilizer, et était un leader bienveillant, benign leader. Et donc l'idée, c'était l'hégémonie créer de la stabilité dans le monde. Parce que l'hégémone définissait l'ordre mondial, faisait la police, faisait la circulation, en quelque sorte. Maintenant, c'est exactement le contraire. Et la meilleure preuve de tout cela, c'est que les États-Unis, depuis qu'ils ont perdu leur rival soviétique, sont battus partout. Ils ont été battus en Somalie, regardez depuis la chute du mur, battus en Somalie, début des années 90, battus en Afghanistan, battus en Irak, et incapables de se faire entendre sur le conflit israélo-palestinien, depuis l'échec de la conférence de Madrid en 1991, incapable de définir un ordre international en Asie, et donc en situation d'impuissance. Mais alors justement, Bertrand Badi, on vous entend bien, on voit bien cette émergence des sociétés à contre-courant, en tout cas de cette logique de puissance, mais pourquoi ces puissances s'acharnent toujours à faire ces interventions? Typiquement, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane il y a quelques jours au Mali, alors qu'en 2013, la France a stoppé l'offensive djihadiste sur Bamako. Il avait hérité de cette situation militaire, il avait renforcé les effectifs de Barkhane en janvier 2020, et eh bien, quelque part, cette annonce semble marquer une forme d'échec. Est-ce qu'on peut dire, comme vous le disiez pour les États-Unis, comme on peut le voir pour la France, ingérence bâclée, assurant échec assuré? Oui, tout à fait. La question du pourquoi, elle est effectivement au centre de l'analyse des relations internationales actuellement. Le premier des pourquoi, ou plutôt le premier des parce que, c'est l'effet de mémoire et l'effet de culture. C'est-à-dire, l'intervention a été, sur des modes différents selon les époques, le refrain de l'action internationale des fameuses puissances westphaliennes dans leur jeu compétitif. Et elles ont pris cette forme que nous lui connaissons aujourd'hui dès que le monde extra-européen est apparu. C'est-à-dire, en fait, au XIXe siècle. Alors, la première forme moderne d'intervention, ça a été celle décidée par le Conseil européen lors de la conférence de Laibach, c'est 1821, c'est-à-dire il y a exactement 2 siècles, où Metternich considérait que là où ça bougeait au détriment
des puissances installées, il fallait intervenir, envoyer les troupes. Et la France n'y a pas manqué lorsque les 100 000 fils de Saint-Louis sont partis à l'assaut du Trocadéro pour casser le mouvement libéral espagnol. Bon. Et puis, ça s'est ouvert au monde, notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle, quand on a commencé, au-delà de la colonisation qui renvoie à une autre problématique, comme par exemple, on est intervenu au Liban pour défendre les chrétiens libanais, etc. Et c'est une culture. C'est cette culture de l'intervention qui se traduit par ce concept que je trouve extraordinairement dangereux et jamais critiqué, mais qui est dans la bouche de tous nos responsables politiques français, qui est le concept de responsabilité particulière. La France a une responsabilité particulière en Afrique, au Proche-Orient, en Extrême-Orient, je ne sais quoi. Bon, pourquoi la France a-t-elle une responsabilité ? En quoi la France a-t-elle une responsabilité plus particulière au Liban, en Afrique, que le Guatemala ou l'Uruguay? Alors vous allez me dire, c'est évident, parce que la France est une puissance. Ah oui, la France est-elle encore véritablement une puissance au sens ancien et classique du terme? Bon, oui, mais parce que nos valeurs, etc. Ah oui, la France est-elle le porteur monopolistique de certaines valeurs que d'autres n'auraient pas à porter ou n'auraient pas à répondre? Bon. Et pourtant, Emmanuel Macron, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, a dit « Napoléon est une part de nous ». Ben oui. C'est ça? Ben oui. Et il faut faire très attention à cela. Évidemment, notre histoire est une part de nous-mêmes, mais il faut avoir un regard critique, et je dirais doublement critique. D'abord, critique sur ce qui a été fait et qui n'aurait pas dû être fait, notamment en matière de colonisation, d'accord, mais critique à l'égard de ce qui a été fait dans un contexte donné, mais qui n'est plus applicable dans le contexte contemporain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la France a le sentiment diffus qu'elle a perdu sa puissance d'hier. C'est ce que le général de Gaulle avait été le premier à considérer en disant à son compagnon d'armes et homologue présidentiel américain Dwight Eisenhower, qui est là aussi, disant à Eisenhower, vous avez toujours la puissance, nous il nous reste la grandeur. Ah, voilà un mot qui apparaît tout d'un coup sur la scène diplomatique, la grandeur. Qu'est-ce que c'est que la grandeur? Difficile à définir. Mais on a appris peu à peu à ce qu'était cette grandeur. Cette grandeur consiste à axer sa diplomatie sur la conservation du rang. Et l'un des éléments explicites de ce rang, c'est le siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Donc il faut à tout prix que la France maintienne son rang. Bon. On pourrait se poser la question iconoclaste, qui va faire hurler un certain nombre de personnes, mais moi, mon métier, c'est de faire hurler les gens à partir du moment où ça les fait réfléchir. Est-ce que la société française, dans tous les problèmes auxquels elle est confrontée aujourd'hui, a d'abord besoin d'un rang? Ça, c'est la question qui se pose. Est-ce que les grands problèmes auxquels se trouve confrontée la société française seront résolus dès lors que la France conserverait son rang? Et un rang qui servait autrefois chacun des pays, dans le contexte de la compétition westphalienne, c'est-à-dire ne pas se faire manger par le voisin, en quelque sorte, est-ce que ça a le même sens aujourd'hui? Ça, cette réflexion critique, on ne veut pas la mener. Et on sacrifie à cette idée souvent mythique et reconstruite de rang ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la pertinence par rapport à la nature des enjeux et des défis auxquels nous nous trouvons confrontés. Quels sont les enjeux et les défis auxquels nous nous trouvons confrontés? Eh bien, un défi inédit, auquel jamais la France n'a été confrontée jusque-là, qui est entrer dans la mondialisation. Le grand défi de la France au XXIe siècle, je dirais au 3e millénaire, parce que ça continuera au 22e, au 23e, etc., c'est comment la France peut devenir une puissance mondialisée. C'est le titre du livre que je sortirai en août prochain, donc imminent. Puissance mondialisée, ça veut dire quoi? Accorder la puissance et la mondialisation. Et accorder la puissance et la mondialisation, c'est pas utiliser le canon. Et vous savez qui a le mieux su gérer cette articulation de la puissance et de la mondialisation? Les défaits de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne et le Japon. Plus d'autres pays, comme la Corée du Sud, qui fait des prouesses à son échelle. Ou Singapour. D'autres encore. La Nouvelle-Zélande. Enfin, on peut y trouver. Ça, c'est un chantier qui, comme tous les chantiers de Madame Hidalgo à Paris, sont restés en déshérence. C'est-à-dire personne ne s'en occupe.
Personne ne travaille en France actuellement sur comment devenir une puissance mondialisée. Puissance mondialisée, disaient ces deux ministres des Affaires étrangères japonais et allemands, M. Okada et M. Westerwelle, à l'époque, c'est d'abord avoir une diplomatie humble. Pour réussir dans les relations internationales d'aujourd'hui, il ne faut pas être tonitruant. Il faut être fourmi. C'est-à-dire, il faut faire un gros travail dans la discrétion. C'est d'ailleurs comme ça que la Chine a commencé. Bon, je ne dis pas qu'il faut suivre le mode de la Chine. Et c'est comme ça que fait l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne ne promène pas son drapeau sur tous les champs de bataille du monde. L'Allemagne ne cherche pas à faire de grands défilés militaires, ne cherche pas à s'afficher partout. Mais l'Allemagne fait un gros travail sur le plan du commerce mondial, sur le plan de la technologie, sur le plan de la recherche, sur le plan des équipements collectifs, sur le plan aussi des contacts, je dirais, à bas bruit qu'elle établit dans la mondialisation à travers notamment ses fondations. Moi, je vais vous faire une confession. Un de mes livres, Nous ne sommes plus seuls au monde, a été traduit en anglais, financé par qui? Par une fondation allemande. Vous voyez l'humilité. Nous payons pour qu'un ouvrage publié en français soit traduit en anglais et lisible par le lectorat africain anglophone. C'était ça le but de l'opération. C'est fantastique. Le drapeau allemand, on ne le voit plus dans l'histoire. Eh bien, cette capacité de s'insérer dans les profondeurs de la mondialisation et à bas bruit, donc de manière qui n'inspire aucune méfiance, mais au contraire de la sympathie et de la reconnaissance, c'est ça la puissance mondialisée. Alors je saisis la balle au bon parce que ce travail à bas bruit, ce travail d'influence, c'est aussi celui du professeur en relations internationales. Dans votre parcours, bien évidemment, vous faites un travail de recherche, mais aussi un travail d'influence. Vous avez été au contact des chefs d'État, de la diplomatie, mais également de personnages plus ou moins sulfureux. Je sais que vous avez rencontré Bachar el-Assad, mais j'aimerais que vous nous racontiez... Avant 2011, hein, je tiens à le dire. Bon, non, j'aurais jamais voulu le rencontrer. J'aimerais quand même que vous nous racontiez une rencontre peut-être marquante en Afrique, au Soudan, avec Hassan al-Tourabi. Oui. Ce personnage islamiste, membre des Frères musulmans, soupçonné d'implication dans l'activité des milices islamistes au Darfour. Quelles sont les circonstances de cette rencontre? J'avais été accomplir une mission à la demande de l'ambassade de France, mission de conférence, parce que je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Hein. Et j'avais demandé à l'ambassadeur la possibilité de rencontrer des personnalités soudanaises, parler avec eux. Et vous savez, j'en profite pour rendre un hommage très fort à notre corps diplomatique français, qui, sur le terrain, fait un travail absolument formidable, qui n'est pas toujours entendu par le pouvoir politique, hein, mais qui a une connaissance du terrain, un savoir-faire et un courage absolument admirable. Et le travail du diplomate de tous les jours, c'est effectivement de multiplier ses contacts. Et j'avais eu notamment, j'avais obtenu de l'ambassade de France la possibilité d'avoir rendez-vous avec un homme qui était, rassurez-vous, à l'époque, n'était plus ce militant, cet activiste islamiste, sans quoi effectivement jamais je n'aurais pu obtenir ce rendez-vous par le canal de l'ambassade. Et j'ai eu 2 heures d'entretien avec Hassan al-Tourabi. Je venais de publier mon livre qui s'appelle Le temps des humiliés, sur l'humiliation en relations internationales. J'ai cette photo qui est derrière vous, où on le voit tenir mon ouvrage Le temps des humiliés, c'est quand même assez émouvant. Évidemment, vous savez que Tourabi est parfaitement francophone, il n'a pas voulu parler en français. On a donc eu cette conversation en anglais. Et je veux dire qu'en l'écoutant, j'ai compris bien des choses. Il a commencé, lui qui avait une peau très foncée, à pincer la peau de sa joue et à me dire, mais si vous voulez comprendre quelque chose de ce que je suis, regardez la couleur de ma peau. Et ça, on nous l'a fait sentir pendant des siècles et des siècles. Et c'est de ça et de ce mépris dont nous avons été la cible
que j'ai cherché avant tout à m'émanciper, émanciper ceux qui, ayant moins de chance que moi, ont eu à en souffrir de manière encore plus intense. Et j'ai compris à ce moment-là à quel point l'humiliation était la clé de tout. C'est-à-dire que nous vivons sur un volcan qui est celui de plusieurs siècles d'humiliation accumulée. Et disons les choses comme elles sont. De cette hiérarchie, qui était exprimée d'ailleurs par Jules Ferry quand il parlait des races supérieures qui devaient éduquer les races inférieures. Et cette culture hiérarchique, reprise par dans un très beau discours par Patrice Lumumba le 30 juin 1960, il disait vous, quand vous nous tutoyez, c'était pas par amitié, mais c'était pour nous montrer votre mépris, le mépris à l'égard du nègre, disait-il. C'est une source d'énergie négative effroyable qu'il faut à tout prix éteindre de manière urgente si on veut établir la paix de demain. Et Tourabi m'a dit encore énormément de choses sur un ton très apaisé, très calme, très courtois. Vous savez, c'était en plein Ramadan et cet homme de foi, et certains diraient de fanatisme religieux, évidemment ne mangeait pas, ne buvait pas, mais il nous a offert à boire et à manger. J'ai trouvé un geste d'une élégance absolument extraordinaire. Et Tourabi m'a dit, vous savez, à chaque fois qu'on me mettait en prison, je faisais le pari d'apprendre une langue nouvelle. Et il m'a dit, je connais comme ça 5 ou 6 langues européennes. Mais est-ce que vous, Européens, vous auriez eu le même réflexe? Et il y avait chez cet homme islamiste radical, etc., le désir de connaître l'autre. Alors peut-être pour le combattre, hein, je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais en tous les cas, une soif de s'installer dans la mondialisation. Et moi, mon rêve de toujours, c'est effectivement de parvenir à construire la mondialisation de tous ensemble. Vous connaissez ce slogan, tous ensemble, tous. C'est ça le défi actuel. C'est ça le défi actuel. Et quand, à juste titre, on cible la violence, qui est moindre dans notre monde qu'elle ne l'a été auparavant, il ne faut pas l'oublier. Quand on cible le terrorisme, qui est odieux, mais qui fait 15 000 à 40 000 victimes par an, là où la faim dans le monde en fait 9 millions, on comprend à quel point éteindre cette violence ne peut se faire que sur la base d'une reconnaissance humaine. Et c'est ça que véritablement il faut construire dans les nouvelles relations internationales. On comprend bien cette évolution que vous dessinez, que vous développez dans cet ouvrage, de manière très administrative, j'ai envie de vous dire. Est-ce que les chancelleries, et peut-être en particulier le ministère des Affaires étrangères français, sait s'adapter en termes d'organisation? Parce que j'imagine qu'on a une direction par pays ou par continent, donc une façon de voir en silo. Est-ce que cette façon de raisonner en intersocialité est prise en compte dans l'organisation administrative? Bien, un effort tout à fait symbolique, significatif, avait été fait au début de ce siècle. Je crois que c'était à l'initiative de Bernard Kouchner, quand il était ministre des Affaires étrangères, que de créer une direction générale de la mondialisation. Mais celle-ci, qui a eu à sa tête des grands diplomates tout à fait prestigieux, qui ont fait un magnifique travail, a quand même eu un drôle de destin. D'abord parce qu'on l'a séparé de la direction générale politique, comme si tout était mondialisé sauf la politique. La direction générale politique est une chose, la direction générale de la mondialisation en est une autre qui intègre l'économique, le scientifique, le culturel, l'universitaire, et pas le politique. Bon, ça, c'est très gênant. Et puis, on a mis la direction générale de la mondialisation rue de la Convention, c'est-à-dire dans ce 15e arrondissement où nous sommes actuellement, qui n'est pas un quartier très prestigieux de Paris, tandis que le beau quai d'Orsay, au bord de la Seine, gardait la direction générale politique. C'est quand même ça aussi très symbolique. Du coup, ce travail de tissage, je dirais même de tresse que vous
mettiez en évidence il y a un instant, n'est pas fait. Et heureusement, il est fait au niveau des postes, parce qu'au niveau des postes, on ne peut pas siloter, comme vous dites. On est, surtout quand on est dans des petits pays, on est de plein pied dans toutes les réalités. Et encore une fois, nouvelle occasion de rendre cet hommage justifié à nos postes, notamment en Afrique, où les diplomates sont de plein pied sur le terrain et connaissent magnifiquement tous ces aspects. Mais vous posez une question qui est très vaste et qui est très importante. C'est comment entrer dans le 3e millénaire, c'est-à-dire comment intégrer l'intersocialité dans les relations internationales. Nous restons encore dans les naïvetés, je dirais, diplomatiques et interétatiques, sans s'apercevoir, sans mesurer que le social aujourd'hui court plus vite que le politique. Regardez, qu'est-ce que du printemps arabe ou des politiques étrangères des États arabes a fait l'agenda du Grand Moyen-Orient depuis quelques décennies, regardez ce qui se passe au Liban, c'est le politique ou la société qui détermine. Regardez ce qui se passe en Algérie, regardez même ce qui se passe en France, n'est-ce pas, où on est à 66% d'abstention et où finalement tout se passe sur le terrain des relations intersociales. Bon, et regardez la crise du coronavirus, elle est d'origine intersociale, et on voit des États qui n'ont que des politiques, comme ils disent, de résilience, c'est-à-dire de réaction immédiate, sans pouvoir véritablement arriver à ce qui est la seule solution, c'est-à-dire une gouvernance globale, une gouvernance sanitaire globale. Et finalement, ce qui se fait de plus intégré, c'est les liens qu'il y a entre experts, entre scientifiques, entre acteurs sociaux. Et bien là, on est effectivement dans cette espèce de résistance westphalienne, dans ce que j'appelais tout à l'heure l'obsession du rang. Ah, il faut que la France fasse mieux que l'Allemagne, que l'Italie, a fortiori que la Russie ou la Chine. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de faire mieux que le voisin. Ça, c'était le problème d'hier. Le problème d'aujourd'hui, c'est faire en sorte que le voisin s'en tire le plus vite pour que nous en tirions plus facilement. On passe du jeu à somme nulle au jeu cumulatif. C'est-à-dire, la première priorité, ce serait de soigner l'Afrique, parce que si l'Afrique n'est pas soignée, eh bien, nous souffrirons encore plus. Donc, vous voyez, c'est même pas caritatif, c'est utilitariste. Et alors, dans ces acteurs émergents de la société, il y a ce que vous appelez les tyrans privés, les GAFA, ces acteurs qui du coup ont une présence mondiale et une influence mondiale. Quel est votre regard sur ces acteurs-là dans le cadre de cette intersocialité? C'est tout le problème. C'est tout le problème parce que ces acteurs profitent de la mondialisation, profitent de cette communication et cette interactivité beaucoup plus facile aujourd'hui qu'hier, et donc risquent d'être les bénéficiaires privatifs de la mondialisation. Et donc, c'est là que le besoin de gouvernance mondiale est particulièrement vif. C'est-à-dire l'idée totalement fausse, mais qui nous a quand même pollué pendant des décennies et des décennies, qui était le théorème néolibéral, laissons faire chacun et il y aura un ruissellement bénéfique pour tous. Ben non, si on laisse faire chacun, il n'y aura pas de ruissellement bénéfique pour tous, mais il y aura de grosses routières qui amèneront l'essentiel des produits réalisés dans une seule et même direction, celle de ces tyrans privés. Donc l'urgence, c'est effectivement de construire cette gouvernance globale. Et dans ce cadre-là, vous êtes favorable à la taxation uniforme des bénéfices des sociétés telle qu'elle a été évoquée au G7 de Londres? Évoquée, comme vous dites. Mais tout le problème maintenant, c'est de la conventionnaliser, de l'institutionnaliser. Et ça, pour l'instant, on ne voit pas faire. Mais vous avez raison, c'est un des passages obligés, c'est pas le seul. J'aimerais qu'on évoque dans votre parcours, Bertrand Badi, la vie à Sciences Po. Sciences Po Paris, vous avez un temps long à Sciences Po Paris, et du coup vous avez connu, j'ai envie de dire, l'âge classique, vous avez connu l'ère Richard Descoings, Ricci selon certains,
Vous avez connu également Olivier Duhamel, et puis, suite à cette affaire, l'élection un peu polémique de Laurence Bertrand d'Orléac. J'aimerais que vous portiez un regard global sur cette institution et peut-être sur ses soubresauts. Cette institution, c'est d'abord ma maison. C'est une maison dans laquelle je suis entré, comme je le disais tout à l'heure, en 1968. J'en suis jamais sorti, même si j'ai été diplômé. Donc j'y ai une présence record, une présence pour moi très, très affective, très émotionnelle. J'ai connu à peu près tout le monde depuis 1968, depuis Jacques Chapsal, qui m'a recruté comme maître de conférence, jusqu'à aujourd'hui. J'ai connu des présidents prestigieux, François Noguel, René Raymond, Jean-Claude Casanova. Je les ai connus personnellement, je dirais même affectueusement, des directeurs, Alain Lancelot, qui était mon directeur de thèse, qui est mon patron, en quelque sorte. J'ai connu Richard Descoings, j'ai connu avant Alain Lancelot, Michel Gentot, j'ai connu bien entendu Frédéric Mion. Je dois dire que j'ai une confiance absolue dans la capacité de cette maison, parce que c'est un lieu de mémoire, et la mémoire quelquefois ça sert à se relever, mais c'est un lieu de convergence de ressources et de ressources humaines tout à fait hors pair. Et donc je continuerai à me battre pour cette maison. C'est vrai qu'il y a eu de très mauvais vents, de très très mauvais vents. Vous parliez d'un scandale enfin que je ne qualifierai pas, scandale qui m'a beaucoup atteint, qui a souillé Sciences Po et qui a révélé, disons les choses de manière transparente, c'est la meilleure façon d'aider notre maison, qui a effectivement rejailli sur la gouvernance de cette maison. Et une gouvernance qui me préoccupe. Vous savez, nous sommes dans un siècle populiste de défiance à l'égard des institutions. J'aimerais pas que cette défiance à l'égard des institutions atteigne ma maison. J'aimerais pas. Peut-être savez-vous que j'ai été candidat à la présidence de la Fondation. Je n'ai pas été élu, j'étais battu à l'unanimité. Vous savez, quand on a fait 45 ans de sciences politiques, on sait ce que ça veut dire être battu à l'unanimité des voix. Tout ça, ce sont de mauvais vents persistants. Et je crois que nous devons tous œuvrer à la restauration de Sciences Po. Et nous en avons les moyens. Certains en ont la volonté. Quelques-uns en ont le projet. Ben, je crois qu'il faut soutenir ça. Merci pour ce témoignage. J'aimerais avoir un autre témoignage de votre part, personnel. Encore une fois, on l'a dit, vos fonctions vous amènent à côtoyer des chefs d'État, mais j'aimerais que vous évoquiez un souvenir d'une rencontre inédite avec le général de Gaulle. Oui, alors, ce n'était pas un rendez-vous. Hein. J'étais sur les Champs-Élysées un 14 juillet 1964 pour regarder, j'avais 14 ans, passer les troupes. Et le général de Gaulle, qui redescendait de l'Étoile, où il avait été ranimé la flamme, j'étais à Champs-Élysées-Clémenceau, s'est arrêté juste à l'endroit où j'étais. Et j'ai vu cette haute stature s'avancer vers la foule dont j'étais. Et je garderai très longtemps le souvenir de ce contact absolument anonyme, parce que moi je le voyais, lui, s'il me voyait, bien entendu, ne me connaissait pas. Et j'ai vu cette main qui se tendait vers, j'allais dire moi, il faudrait plutôt dire vers nous, et que j'ai prise. Eh bien, voyez-vous, ça s'est passé il y a 57 ans. J'ai encore, je vous assure, j'ai encore en moi-même le souvenir tactile de cette rencontre avec la main du général de Gaulle. J'ai d'abord eu cette vision, surtout quand on est un gamin de 14 ans,
démiurgique du général de Gaulle, ce personnage, j'allais dire, hors proportion, qui s'avançait vers moi avec un charisme incroyable. J'ai jamais dans ma vie, et j'en ai rencontré pas mal de chefs d'État, perçu un tel charisme chez quelqu'un. Et le contact avec cette main qui n'était pas une main dure, énergique, forte, vous savez, un militaire, un officier, on attend une C'était pas la poigne de Trump. Non, pas du tout. C'était au contraire une main charnue et assez volumineuse, intimidante. Et voilà, c'est resté en moi-même. C'est resté en moi-même. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le général de Gaulle, et je me garderai bien de le faire. Des points sur lesquels on peut être en admiration, des accords, peut-être même en critique. Mais j'ai quand même toujours été habité par cette image charismatique du général de Gaulle. Alors merci de cette évocation. Si j'ouvre un petit peu le regard dans cette pièce, nous sommes entourés de statues, d'objets divers, et quelque part, même si le monde entier est représenté là, il y a une prédominance de l'Afrique. C'est cet amour secret et profond que vous avez pour l'Afrique. On a pour habitude, à la fin de ces entretiens, Bertrand Badi, de demander à l'invité de présenter un objet qui lui est cher, qui a une valeur symbolique pour lui. Qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi? Alors, c'est un objet africain parce que j'ai une admiration sans borne pour l'art africain, qui est extrêmement maltraité, je dirais, dans notre conscience collective. Sauf, j'y reviendrai dans un instant chez certains, et j'ai un amour très profond pour l'Afrique, qui est le continent de demain. Demain, à la fin de ce siècle, l'Afrique sera 40% de l'humanité. L'Afrique, c'est une ébullition, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup d'injustice, c'est beaucoup d'humiliation, peut-être beaucoup de violence. Mais l'Afrique, c'est une inventivité, une jeunesse perpétuelle absolument extraordinaire. Les plus belles conférences que j'ai pu faire, c'est celles que je faisais en rencontrant les Africains, et notamment la jeunesse africaine, les étudiants africains. Et vous savez, notre tort, c'est qu'on a toujours regardé l'Afrique de notre fenêtre. Moi, j'invite tout le monde à rentrer de son balcon, à sortir de chez soi, à aller en Afrique et regarder l'Afrique à partir de l'Afrique. Alors voilà le témoignage. Regardez cette force incroyable, cette beauté. C'est un masque Grébeau. Grébeau, c'est une population de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que l'art Grébeau a ceci de particulièrement fort qu'il a inspiré notre grand Picasso. Si vous avez en tête le tableau de Picasso, la guitare, c'est à partir d'un masque Grébeau de cette nature. J'étais absolument ravi de découvrir ce masque, je vous le laisse, et j'ai été ravi de le découvrir. Vous savez, généralement, ce qui est extraordinaire dans l'art africain, c'est sa capacité expressive. Nous, dans notre conception de l'art, nous sommes les champions de la représentation. Les Africains sont les champions de l'expression. C'est pour ça que Picasso, André Lhote, Vlaminck et bien d'autres ont été si fortement inspirés par l'art africain, par les masques africains, qui ont une capacité expressive que nous ne savons pas rendre. D'où effectivement la force humaniste de la culture africaine et du monde africain. Alors, c'est probablement un masque de femme, parce que les masques masculins chez les Grébeaux sont beaucoup plus agressifs. Celui-là n'est pas agressif. Mais vous voyez cette expression, alors il y a le long nez qui est typique des Grébeaux, et puis il y a ces 12 yeux tubulaires qui expriment justement ce désir de voir, de comprendre, de connaître, d'être dans le monde. D'être dans le monde. Ça pourrait être l'emblème de notre mondialisation. C'est en tous les cas, pour moi, l'emblème de cette communication avec l'âme africaine qui a un désir de mondialisation absolument extraordinaire. Merci Bertrand Badi de cette dernière
et vocation. Merci pour ce vaste tour du monde et votre regard que nous avons pu apprécier lors de cet échange. Merci à vous, c'était un grand plaisir.